RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Une autre histoire, votre émission Patrimoine Histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à notre rubrique Trésor de Liège, proposée en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Et c'est de notre vénérable cathédrale que nous allons parler, mais pas que, vous allez vite le comprendre. Je reçois aujourd'hui Flavio Di Campli, historien de l'art à l'Agence Wallonne du Patrimoine. Il vient nous entretenir de la vie et de l'œuvre d'un architecte resté célèbre en Cité Ardente et aux alentours, celle de Jean-Charles Delceau. Il connaît en effet fort bien le travail de celui que l'on a surnommé le Viollet-le-Duc liégeois, et vous allez découvrir la richesse de son héritage. Flavio Di Campli, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien. Qui c'est Jean-Charles Delceau? D'où vient-il? Comment? Pourquoi est-il devenu architecte? Jean-Charles Delceau est né en 1821 à Herstal, en région liégeoise. On n'en sait pas trop sur les motivations de sa carrière d'architecte. En fait, son grand-père et son père étaient maîtres maçons. Donc ils sont quand même, on va dire, dans un milieu de la construction. C'est probablement ce qui a motivé le jeune Jean-Charles Delceau à se lancer dans une carrière d'architecte. On le retrouve en 1816 dans la classe de Radino, qui est un sculpteur et professeur de dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Académie des Beaux-Arts, dont il recevra le premier prix en 1839 de la part de Julien-Étienne Raymond, qui est à cette époque architecte de la ville et également professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Alors on le verra dans la suite de l'émission, on retient beaucoup de Delceau, son travail d'édification et de restauration du patrimoine religieux, mais son premier grand chantier est aussi probablement un des plus majestueux. C'est en effet lui qui a remporté un concours dans le but d'ériger un nouveau palais provincial qui est annexé au vénérable palais des Princes-Évêques. Ce chantier a été mené entre 1849 et 1853. Alors parlez-nous un peu de la genèse de ce chantier. Comment en est-il arrivé à devenir finalement l'architecte du palais provincial ? Lors de l'indépendance de la Belgique, le palais l'ancien palais des Princes-Évêques est dans un état vraiment lamentable. Il est affecté en partie au palais de justice, mais la province n'a pas de bâtiment vraiment emblématique pour loger à la fois le conseil provincial, la députation permanente et le logement du gouverneur. Et ces différentes administrations, ces locaux sont logés dans des hôtels particuliers un peu à droite à gauche dans la ville. Et le gouvernement se préoccupe, disons, pendant de longues années de trouver un emplacement plus emblématique et plus prestigieux pour l'hôtel provincial. Et finalement, après de longues péripéties, parce qu'il est d'abord question pratiquement de raser la seconde cour du palais pour la remplacer par un bâtiment néoclassique. C'était un projet de l'architecte bruxellois Cluysenaar qui était venu voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de ce vénérable bâtiment. Finalement, nombreuses protestations de la population liégeoise, réclamation aussi de la toute récente commission des monuments qui s'oppose au projet de transformation radicale. Et donc, un concours est lancé. Et c'est Jean-Charles Delceau qui, à l'unanimité, remporte ce concours en 1848. Le chantier commence en 1849 et s'achèvera pour le gros œuvre en 1852. Les bâtiments seront occupés à partir de l'année suivante. Alors ce palais provincial, c'est résolument une des merveilles de l'architecture néogothique en Wallonie. Quelle a été la philosophie de l'architecte derrière ce chantier? Essayez un petit peu de nous le décrire. C'est, il faut le dire, un des tout premiers bâtiments civils publics en Wallonie et peut-être même en Belgique à être construit en style néogothique. Donc on est là pratiquement au début d'un style dans nos régions. Et donc Jean-Charles Delceau utilise
s'inspire des parties authentiques gothico-renaissance du palais d'Erard de la Marck, mais il applique ce style sur une construction en fait dont le plan est toujours typiquement néoclassique, avec une symétrie absolument parfaite, un avant-corps central, 2 avant-corps latéraux qui complètent la construction. Quand vous rentrez dans le bâtiment, vous arrivez dans un vestibule où tout est également parfaitement symétrique. Escalier monumental à double montée divergente. Vous arrivez dans la salle des gardes, où de nouveau, malgré le décor de style gothique flamboyant polychrome, toute la composition est toujours d'une symétrie absolument classique. Alors Delso, il reviendra encore pour des travaux de restauration au palais dans les années 1860. Puis après, c'est un autre architecte, Lambert Nopius, qui lui va entamer un travail de restauration et de décoration dans les années 1870-1880. Parce qu'il faut le dire aussi, en plus d'avoir construit cette aile néo-gothique, il a également travaillé, Delso, sur la restauration des 3 autres ailes, notamment de la première cour du palais. Et donc là, les parties plutôt gothico-renaissance. Il a prévu la restauration pratiquement de la totalité du palais. Il publie ses plans de restauration dans un ouvrage monumental intitulé « Les monuments de Liège reconstruits, agrandis ou restaurés ». Mais en fait, il ne mènera à bien principalement que la reconstruction de la façade occidentale de la première cour, qui est adossée au palais provincial, et là où on peut parler non pas d'une restauration mais pratiquement d'une reconstruction, parce que en fait cette aile-là avait été intégralement refaite en style néoclassique à la fin du XVIIIe siècle en briques et en pierre, et donc n'avait plus rien à voir avec le style d'origine d'Erard de la Marck. Et là, Jean-Charles Delso s'est senti, disons, obligé de refaire une reconstruction dans le style d'origine du palais. Et alors, sur ce palais, il y a 2 petites signatures en forme de clin d'œil qui rappellent la personnalité de Delso. Quelles sont-elles ? Donc, sur le chapiteau d'une des colonnes de la façade occidentale de la première cour, on a un visage qui est très ressemblant à celui de Jean-Charles Delso. Et alors, il y a également un cartouche qui se situe sur la marche supérieure de l'escalier qui monte vers de la cour, de la première cour du palais vers le palais provincial. On a un cartouche avec 3 feuilles de saule qui font allusion donc au nom de Delso, et qui sont un peu comme des armes parlantes, on pourrait dire, de l'architecte. Alors après avoir parlé architecture civile, on va évoquer les œuvres religieuses. Mais avant ça, on va prendre une première respiration. Et vous le savez, c'est l'invité qui fait la programmation dans cette émission. Alors Flavio, qu'est-ce que vous avez voulu écouter aujourd'hui ? J'ai d'abord choisi La Petite Fugue de Maxime Le Forestier, interprétée par sa sœur qui à l'époque faisait une carrière qui a été moins longue que celle de son frère. Et c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup appréciée, qui parle d'un peu de la nostalgie de l'enfance et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter. Une autre histoire sur RCF Liège en compagnie de Frédéric Marchesani. Voilà, de retour dans une autre histoire où Flavio Di Campli évoque la vie et la carrière de l'architecte Jean-Charles Delso. Celui-ci est l'auteur de plusieurs églises en province de Liège, bâties dans les années 1850-1860. Il a en fait signé les plans des églises de Grand-Rochin, Senny, Andelès, Grivnier, Dizon ou Vivenys parmi d'autres. Il a ainsi contribué à l'introduction du style néo-gothique, notamment à l'est de la province de Liège. Alors Flavio, est-ce qu'il y a un rapport entre toutes ces églises qu'il a construites ou que je viens de citer ? La plupart de ces églises, en fait, sont de style néoclassique, assez curieusement. Elles se ressemblent, ce sont des églises à 3 nefs, prolongées par un chœur avec une abside semi-circulaire. Il varie chaque fois les détails de l'élévation. Parfois, la nef centrale communique avec les bas-côtés par de grandes arcades qui retombent sur des colonnes à chapiteaux toscans ou à chapiteaux corinthiens. Parfois, c'est non pas des arcades, mais un entablement simplement horizontal qui repose directement sur les colonnes. Donc, il varie. Il n'y a pas 2 églises semblables, mais elles sont toutes relativement proches. Par contre, il construit
Son église la plus monumentale, c'est l'église Saint-Fiacre à Dizon, dans un style qu'on pourrait qualifier de néo-roman, qui en réalité est une église éclectique. C'est une église qu'on pourrait appeler néo-gothique et où tous les arcs sont en fait en plein cintre, mais qui est d'une élévation tout à fait néo-gothique. Et qui, par ses dimensions, par son décor, par son mobilier qui a été conservé, forme un ensemble vraiment monumental et remarquable. Alors, à côté de la création de ces églises neuves, Delso, il se fait aussi très tôt connaître comme architecte restaurateur d'édifices multicentenaires. Dès 1845, il débute des travaux de restauration sur la collégiale Sainte-Croix, qui, à l'heure où on se parle, se refait une beauté. Alors, avant ce grand chantier qui est en cours actuellement, il y a à peu près un peu moins de 2 siècles, qu'est-ce qu'il a fait à Sainte-Croix, Delso ? Il a restauré le massif occidental en renouvelant pratiquement intégralement tous les parements de pierre extérieure. Il avait imaginé, parce que c'est une église qui présente donc une tour de style roman tardif à l'ouest de la construction avec une abside semi-circulaire, il avait imaginé de compléter ce massif par deux adjonctions semi-circulaires de manière à aboutir à un plan tréflé qui n'a finalement pas été exécuté tel quel. Il a, du côté sud de l'édifice, c'est-à-dire la façade qui regarde vers la ville, il a entièrement également restauré les parements, ajouté toute une décoration de style néogothique assez riche avec des fleurons, des gargouilles, des crochets, des pinacles, de manière à donner à l'aspect extérieur de l'église un aspect plus orné, plus décoratif. Et alors, il y a eu toute une polémique parce que l'entrée de l'église se fait par un portail latéral qui existe toujours de nos jours, datant du XIVe siècle et qui déborde assez largement vers la voirie de la rue Sainte-Croix. Et à ce moment-là, le conseil communal avait pour intention de faire abattre ce portail qui, soi-disant, entravait la circulation et le passage des piétons et des véhicules, et a demandé à Delso de faire un projet de nouveau portail à intégrer dans le massif occidental. Delso fera ce projet, mais finalement s'y opposera très vite en partant du principe que le portail d'origine avait une importante fonction de stabilité et puis qu'il faisait partie de l'histoire de l'édifice, qu'on ne pouvait pas le démolir. Et finalement, le conseil de fabrique passera outre les avis de Delso et c'est le président du conseil de fabrique qui signera les plans pour l'exécution définitive de ce nouveau portail. Et on a quelque chose d'un petit peu curieux puisqu'aujourd'hui on a à la fois le portail du XIVe siècle et juste à côté de lui le portail néogothique qui a fait l'objet de cette polémique entre Delso et le conseil de fabrique. Alors ensuite, il va entamer des chantiers sur 2 autres collégiales liégeoises, Saint-Martin et Saint-Jacques. Alors parlez-nous des interventions sur ces 2 églises. Saint-Jacques, tout d'abord, en 1845 déjà, il publie un ouvrage important avec de grandes planches in folio qui représentent à la fois des plans, des coupes et des élévations de l'église dans son ensemble ou dans les moindres détails, accompagné avec une notice historique où Delso décrit à la fois l'histoire et l'aspect de l'église. Et cette publication est en fait vraiment un projet de restauration de l'église. Il mènera à bien le début, on va dire, de ce chantier de restauration qui sera poursuivi par d'autres architectes par la suite. À Saint-Martin, mais de nouveau, c'est le délabrement de l'édifice qui pousse les autorités à demander à Delso des projets de restauration. Là aussi, il y aura des petites polémiques puisque à cette époque-là, l'entrée dans l'église se fait par le transept.
il y avait un porche plus ou moins néoclassique datant du XVIIIe siècle qui donnait accès au transept. Et l'entrée d'origine qui se trouve dans le bas-côté sud avait été condamnée. Et Delso, voyant des traces évidentes de cette entrée d'origine, milite pendant plusieurs années pour qu'on remette le portail d'entrée à son emplacement initial. Le conseil de fabrique n'est pas d'accord. Il y a une correspondance qui est même parfois assez virulente entre l'architecte et le conseil de fabrique qui finalement décidera de remercier l'architecte. Il ne lui paiera même pas les travaux qu'il avait exécutés et ça se terminera un petit peu comme ça en froid entre Jean-Charles Delso et le conseil de fabrique de Saint-Martin. Alors ces grands chantiers aujourd'hui toujours connus et reconnus lui ont valu le surnom de Viollet-le-Duc liégeois. Est-ce qu'on sait d'où vient ce surnom et est-ce que c'est mérité ? Je ne le sais pas exactement. En fait, quand il a été question pour moi de choisir un sujet de mémoire de licence, mes professeurs m'ont conseillé d'aller trouver certains érudits comme l'historien Richard Forger ou Albert Lemeunier, qui était conservateur du musée d'art religieux, qui m'ont dirigé vers la personnalité de Jean-Charles Delso, que tout le monde manifestement surnommait le Viollet-le-Duc liégeois, à juste titre, je pense, non pas qu'il soit comme l'expression pourrait le laisser supposer. Ce n'est pas un émule de Viollet-le-Duc, ce n'est pas un élève du Viollet-le-Duc, c'est plutôt une personnalité qui peut être comparée à celle du grand architecte français, parce que Jean-Charles Delso, comme Viollet-le-Duc, a été un théoricien. Il a publié 3 ouvrages consacrés donc à l'histoire de l'architecture liégeoise et à la restauration des monuments. Un ouvrage donc sur l'église Saint-Jacques à Liège, une publication intitulée L'architecture et les monuments du Moyen-Âge à Liège, et une 3e publication, Les monuments de Liège reconstruits, agrandis ou restaurés, où il expose à la fois l'histoire des monuments, des grands monuments gothiques de Liège, et aussi chaque fois des projets de restauration. Donc c'est un théoricien. Il a appliqué cette théorie puisqu'il a restauré les plus grands monuments gothiques de Liège, Sainte-Croix, Saint-Martin, Saint-Jacques et Saint-Paul, ainsi que le palais des Princes-Évêques. Et puis alors c'est un bâtisseur néo-gothique d'envergure, puisque c'est à lui qu'on doit quand même le palais provincial que tous les Liégeois connaissent de par sa monumentalité, son emplacement quand même stratégique au centre de la cité. Alors nous revenons déjà pour une 3e et dernière partie de notre émission. Nous venons d'écouter Wuthering Heights de Kate Bush, qui était le second choix musical de Flavio. Alors avant de nous quitter, nous allons terminer sur le chantier de la cathédrale Saint-Paul, qui, vous le savez, vient de bénéficier d'une belle restauration entamée avec des études préparatoires en 2011. Et le chantier s'est terminé en 2021. Et un chantier d'envergure sur la cathédrale n'avait plus été entrepris depuis celui de Jean-Charles Delso dans les années 1850. Alors, Flavio, à quoi ressemblait notre cathédrale avant que Delso ne s'y attarde ? C'était un édifice qui était relativement mal en point, comme tous les grands édifices gothiques de la ville. Il avait quand même été restauré ou, on va dire, remanié à différentes époques, au moins dans les détails, les contreforts, les arcs-boutants, certaines parties avaient été remontées en briques, etc. Et donc, l'idée de Jean-Charles Delso, c'est de restaurer l'édifice dans son style primitif. Mais alors, évidemment, il y a toujours un peu les contradictions, puisqu'on est un petit peu au début des grandes théories de restauration. Donc il y a à la fois la volonté de conserver l'authenticité du bâtiment, mais en même temps toujours cette tentation de rajouter dans l'ornementation et d'achever en quelque sorte l'œuvre des architectes du Moyen-Âge en essayant d'aboutir à un édifice dont le style est une espèce d'unité un petit peu artificielle qui aboutira donc à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire cette façade nord où Jean-Charles Delso a rajouté énormément de petits éléments décoratifs, des fleurons, des gables, des crochets sculptés, des balustrades en pierre à la base des toitures,
toutes sortes d'éléments, disons, qui sont destinés à unifier un peu le style de l'édifice et à augmenter son caractère décoratif et monumental. Alors si on devait essayer de conclure, est-ce que Jean-Charles Delceau a apporté quelque chose de particulier à l'histoire de l'architecture en Wallonie ? Il est à la fois un théoricien de la restauration, au travers de plusieurs publications importantes. Il a été un restaurateur important dans la région, puisqu'il s'est occupé de toutes les grandes églises et du Palais des Princes-Évêques. Il a construit quand même de nombreux édifices à la fois civils et religieux. Je pense qu'il a tout à fait sa place dans l'histoire de l'architecture liégeoise comme vraiment un des fers de lance, notamment du style néogothique en région liégeoise et en Wallonie. Flavie Campli, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui de la vie et de l'œuvre de ce passionnant et prolifique architecte qui était Jean-Charles Delceau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes qui nous mèneront dans un voyage à travers le temps, mais ça, c'est une autre histoire.